13h. Europe 1 13h. 13h, 14h. Stéphanie Demuru. À la une de l'actualité, Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice en visite à Marseille sur le thème des narcotrafiquants. Il s'y était rendu 34 fois en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a formulé l'hypothèse d'un isolement renforcé par ces détenus qui semblent jouer des règles carcérales. Il vient de s'exprimer. Il évoque notamment des moyens supplémentaires en personnel pour la justice, des moyens contre le blanchiment d'argent et plus de sévérité concernant les atteintes faites aux personnes. On y reviendra dans quelques instants avec notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat, et puis avec notre invité David Mention, secrétaire général adjoint UFAP-UNSA de la justice PACA Corse, et bien sûr nos débatteurs Vincent Roy et Philippe Guibert. Aux États-Unis, le FBI enquête sur l'attaque d'un ancien militaire américain inspiré par le groupe État islamique qui a précipité sa voiture sur une foule dans le quartier touristique français de la Nouvelle-Orléans en plein Nouvel An. Le bilan est lourd, au moins 15 personnes et une trentaine de blessés. Et à noter que les autorités cherchent à savoir aussi s'il y a une connexion entre l'attaque en Louisiane et l'explosion d'une Tesla Cybertruck devant un hôtel Trump de Las Vegas qui a fait un mort. On y reviendra également avec nos débatteurs Philippe Guibert et Vincent Roy. Enfin, en France, le pouvoir d'achat immobilier des Français est reparti à la hausse en 2024. Plutôt une bonne nouvelle, c'est le constat du bilan annuel réalisé par Meilleur Taux pour Europe 1. 10 ou 11 mètres carrés gagnés en un an dans plusieurs villes grâce à la baisse des taux et à la stagnation des prix, notamment. Les détails dans ce journal. Bonjour Géraldine. Bonjour Amand. Stéphanie. La tendance météo pour cet après-midi, Géraldine. Il y a une perturbation qui apporte des pluies soutenues, de la neige à basse altitude du sud-ouest au nord-est. Le retour de quelques éclaircies ailleurs. Et pour les températures, prévoyez des températures plus froides cet après-midi sur le nord-est. Il fera de 1 à 5 degrés au sud, de 8 à 12 degrés, jusqu'à 15 degrés tout de même au pied des Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Ouais, tout à l'heure. Europe 1. C'est donc sa 35e visite à Marseille, mais la première en tant que ministre de la Justice. Gérald Darmanin est en déplacement dans la cité phocéenne sur le thème des narcotrafiquants. Stéphane Burgat, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Vous suivez ce déplacement et Gérald Darmanin vient de prendre la parole. Effectivement, il est encore en train de s'exprimer là devant la presse. Lui qui va passer le plus clair de sa journée ici au tribunal judiciaire où il a rencontré ce matin les personnels, greffiers, avocats, magistrats, loin des caméras, des micros, une réunion qui a duré plus de 4 heures. Et les premières annonces en ce moment, il souhaite notamment s'attaquer aux biens mal acquis des narcotrafiquants. Écoutez. Il faut taper au portefeuille. On sait que les peines de prison ne sont pas totalement dissuasives pour les plus grands délinquants. Des gens sont parfois condamnés à des dizaines d'années de prison sans pour autant arrêter leur trafic, ce qui pose la question du nettoyage des prisons et surtout de la confiscation des biens qui ont été mal acquis. L'argent, les voitures, le bien immobilier, mais aussi cet argent, ces voitures et ces biens immobiliers qui sont à l'étranger. Alors, des saisies qui s'élèveraient à 41 millions d'euros pour l'année 2024. C'est bien selon lui, mais c'est encore peu. Gérald Darmanin qui aimerait plus de moyens pour la justice. Il promet aussi de s'attaquer au fléau de la corruption. Le ministre qui se rendra cet après-midi ensuite dans un centre éducatif fermé avant une visite à la prison des Baumettes où règne un climat assez tendu dans un contexte de surpopulation carcérale qui frôle les 190%. Les Baumettes où le mois dernier, la directrice et son adjoint ont dû être écartés de leur poste après avoir reçu des menaces de mort de la part de détenus. Merci Stéphane Burgat et on suivra évidemment ce déplacement tout au long de la journée avec vous. Gérald Darmanin qui occupe le terrain médiatique depuis sa nomination le 23 décembre, déplacement dans un tribunal et une prison le jour de Noël, Marseille aujourd'hui. Alexis de la Fontaine, bonjour. On évoque souvent le duo Darmanin-Retailleau. Pour autant, est-il pertinent de parler de rivalité ? Oui, le duo deviendra inévitablement un duel, assure un élu Les Républicains proche des deux hommes. Leur stratégie politique héritière du sarkozysme et de l'UMP est la même, c'est-à-dire occuper le terrain et marteler un message de fermeté. À peine nommé à la justice, Gérald Darmanin enchaîne les déplacements et les annonces médiatiques pour marquer un changement de cap avec les années Dupond-Moretti. Bruno Retailleau, lui, n'hésite pas à aborder les sujets qui fâchent, comme le droit du sol ou l'état de droit. Un pari gagnant, depuis septembre, sa cote de popularité explose. Mais pour l'instant, l'entourage des deux hommes balaye toute rivalité. Jamais le ministère de l'Intérieur et de la
justice n'a connu un tel alignement des planètes. Nous n'avons pas le droit à l'échec, analyse un proche de Gérald Darmanin. Les deux hommes doivent d'ailleurs se rencontrer très prochainement et échangent régulièrement par téléphone. Alors la fracture viendra-t-elle de leur ambition présidentielle encore officieuse? En étant aussi exposés, ils devront se dévoiler, conclut un député macroniste. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Aux États-Unis, l'enquête ne fait que commencer sur l'attaque qui s'est produite hier dans le quartier touristique français de la Nouvelle-Orléans, faisant au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Le suspect, un ressortissant américain du Texas, ancien militaire de l'armée, a précipité sa voiture dans la foule. Antoine Bienvaux, bonjour. Bonjour. Le FBI, Antoine, est manifestement convaincu qu'il n'a pas agi seul. Oui, les enquêteurs sont à la recherche de 3 hommes et une femme qui aurait notamment aidé l'assaillant à fabriquer et à poser des engins explosifs. Au moins 2 bombes ont en effet été retrouvées dans la voiture du suspect et à proximité du lieu de l'attaque. Le FBI tente par ailleurs de retracer le parcours de cet agent immobilier de 42 ans. Converti très jeune à l'islam, Samshuddin Jabbar a servi pendant 8 ans au sein de l'armée américaine. C'est ce qu'a expliqué Joe Biden hier soir. Le FBI m'a signalé que le tueur était un citoyen américain né au Texas. Il a servi dans l'armée américaine en service actif pendant de nombreuses années. Quelques heures à peine avant l'attaque, il a publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique, exprimant un désir de tuer. Un drapeau de l'État islamique a aussi été retrouvé accroché à l'arrière de la voiture du suspect, ce qui accrédite la thèse d'un acte terroriste islamiste. Les enquêteurs se penchent enfin ce matin sur un éventuel lien avec l'explosion d'une voiture de la marque Tesla quelques heures après devant un hôtel appartenant à Donald Trump à Las Vegas. Des mortiers d'artifice ont été retrouvés à bord du véhicule, mais pour l'instant, rien n'indique que les 2 faits sont liés selon le FBI. Merci Antoine Bienvaux. Europe 1 13h. 13h, 14h. Stéphanie Demuru. Et c'est l'un des dossiers chauds qui attend sans doute le ministère de l'économie en cette nouvelle année. Fonderie de Bretagne, qui emploie 350 personnes à Caudan dans le Morbihan, est menacée de fermeture. Renault, l'ancien propriétaire, est accusé d'avoir fait capoter la possible reprise par un groupe allemand. Ce matin, l'affaire prend même une tournure politique parce que plusieurs responsables syndicaux appellent le président de la République à intervenir. Margot Faudéré. Oui, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, la secrétaire générale de la CGT, le président de la CFE-CGC, mais aussi des députés, dénoncent le désengagement soudain de Renault qui fait peser, selon eux, la menace d'une fermeture de l'usine. Alors qu'il représente 95% du chiffre d'affaires de la fonderie, le constructeur français a refusé de maintenir ses commandes jusqu'en 2028, entraînant alors le retrait du repreneur potentiel du site. François Aumeril, le président de la CFE-CGC, dénonce le manque d'engagement de Renault. Si Renault était une entreprise qui n'avait reçu aucune subvention de l'État depuis plusieurs années, si Renault n'était pas une entreprise dans laquelle aujourd'hui l'État est représenté au niveau des actionnaires, on pourrait dire effectivement il n'y a rien à demander à Renault, mais c'est évidemment pas le cas. Renault, c'est aussi une partie qui constitue les fonderies de Bretagne et il est normal que Renault s'engage. Les signataires de la lettre appellent donc Emmanuel Macron à intervenir auprès de la direction du constructeur. L'État dispose de leviers pour imposer à Renault le jeu du Made in France, écrivent-ils dans leur courrier. L'avenir du site spécialisé dans la fabrication des pièces en fonte et le sort de 350 personnes sont donc pour le moment suspendus à un fil. Merci Margot Faudéré. Le pouvoir d'achat immobilier des Français est reparti à la hausse en 2024. Constat du bilan annuel réalisé par Meilleur Taux pour Europe 1. 10 ou 11 mètres carrés gagnés en un an dans plusieurs villes grâce à la baisse des taux et à la stagnation des prix. Alors, quelles communes concernées? La tendance va-t-elle se confirmer en 2025? Élément de réponse avec Aurélien Fleureau. Sur les villes qui gagnent en pouvoir d'achat en mètres carrés cette année, on a Le Mans et Grenoble qui prennent respectivement 11 et 10 mètres carrés chacune. Alors c'est quand même quasiment une pièce, donc c'est quand même assez notable. Ensuite, vous avez des villes comme Saint-Étienne et Le Havre où on est sur 9 mètres carrés en plus. C'est effectivement des villes où les prix se sont réajustés, voire ont légèrement baissé. Dans certains quartiers, évidemment, il y a toujours des différences selon le quartier. Et ce qui s'est passé, c'est que les taux ont baissé, puisque aujourd'hui on est autour de 3,35 sur 20 ans. Quand on était à 4,45 il y a un an. Donc évidemment, ça redonne du pouvoir d'achat. Donc stabilisation et baisse des prix et baisse des taux d'intérêt égale pouvoir d'achat qui augmente.
Dans l'actualité également, le projet de loi d'urgence pour Mayotte, dévasté, vous le savez, par le cyclone Chido, sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, finalement, et non pas vendredi. En attendant, si vous souhaitez envoyer vos vœux pour la bonne année, tout en aidant l'archipel, eh bien, la Poste émet un timbre solidaire à partir d'aujourd'hui, Mathis Lang. Il a l'apparence d'un timbre-poste classique. La figure de Marianne y est représentée sur un fond vert. Mais ce qui le différencie des autres, c'est qu'il est un peu plus large qu'un timbre classique. Le logo de la Croix-Rouge et la mention Solidarité avec Mayotte y est apposée. Pour ceux qui souhaitent participer à cette opération, il vous faut débourser 2,39 €. 1 € sera reversé à la Croix-Rouge. Comme les timbres classiques, vous pouvez le retrouver en bureau de poste, mais aussi en ligne. La somme récoltée vise à financer les opérations sur l'archipel et répondre aux besoins les plus urgents des habitants. Ce n'est pas la première fois que la Poste lance un timbre don. Il y a déjà eu 3 opérations de ce type, souvent après des catastrophes naturelles comme le tsunami de 2004 en Asie, le séisme à Haïti en 2010, mais aussi plus récemment en soutien à l'Ukraine. Il est 13h11 sur Europe 1, la suite du journal de Stéphanie Demuru. Ils ont embelli nos maisons ces dernières semaines, mais commencent à perdre leurs épines. Oui, nous sommes nombreux à nous demander comment nous en débarrasser. C'est notre sapin de Noël. Et oui, sur le bassin d'Arcachon, Géraldine, eh bien, la municipalité de la Teste de Buch a trouvé la parade. Plutôt que de les jeter, eh bien, la commune récupère les sapins qu'elle recycle pour renforcer les dunes notamment. Reportage donc à la Teste de Buch du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Jeté dans l'une de ces 3 bennes mises en place pour cette collecte, ce sapin dépouillé de toutes ses décorations, c'est Charles qui vient de le déposer. Ce père de famille habite la Teste de Buch et salue cette initiative pour lutter contre l'érosion du littoral. Réduits à l'état de branchage, ces sapins vont être utilisés pour piéger le sable alors que le vent, les tempêtes hivernales viennent grignoter les dunes. C'est un objet encombrant, donc là c'est une bonne solution offerte par la mairie. On sait que le trait de côte et nos dunes sont en souffrance chaque année, notamment l'hiver, donc c'est bien de pouvoir contribuer via nos vieux sapins à ça. Angélique Tilleul est l'adjointe au maire en charge de l'environnement et du développement durable. En positionnant les sapins, ça fait comme des épis en fait qui bloquent le sable et c'est pas tant sur le linéaire, c'est surtout sur la hauteur. En une saison, on peut récupérer 1 mètre de dune grâce à ces sapins. L'ONF les récupère, les amène sur site, là où il y a besoin en fait de renforcer la dune. Et après, ce sont les classes de primaire de la Teste qui viennent les aligner le long du littoral. Une opération qui doit permettre de récupérer une quinzaine de bennes, chaque benne pouvant contenir entre 8 et 10 mètres cubes de sapin. La Teste de Buch, Stéphane Place, Europe 1. Janvier, le mois des étrennes également. À la fin des fêtes de fin d'année, eh bien, les habitants d'un immeuble déposent chez leur gardienne une petite enveloppe, normalement, s'ils sont bien élevés, qui vient récompenser les services rendus tout au long de l'année. Tradition qui perdure notamment à Paris, dans la capitale, comme a pu le constater Alexis de la Fléchère pour Europe 1. Dans cet immeuble haussmannien du très chic 6e arrondissement de Paris, au 5e étage, vit Stéphane, la cinquantaine, et cette année encore, pas question de déroger à la tradition des étrennes. Chaque année, au mois de janvier, je donne des étrennes. Bien sûr, ça dépend un peu des services rendus, mais entre 100 et 150 €. La fourchette peut même être bien plus large. Je me confie dans le hall de l'immeuble Christelle, gardienne à plein temps depuis 19 ans et qui rend de nombreux services aux habitants. Moi, j'ai des appels même à 3h du matin pour une fuite, pour une personne malade. On peut aller faire les courses, on peut sortir son chien en un, garder le chat s'ils partent le week-end. Voilà, donc eux, ils donnent une bonne partie des traînes quand même, voilà. Entre 100 et 1000 €. De 100 à 1000 € par foyer, ça varie donc en fonction des services rendus. Des étrennes qui n'ont, rappelons-le, rien d'obligatoire. Certains privilégient un petit cadeau. Ça peut être des chocolats ou une bouteille de vin. L'essentiel, c'est de faire plaisir à votre concierge. Pas de bouteille de vin, puisque manifestement on est au Dry January. Alors on en parlera, on en débattra d'ailleurs avec nos chroniqueurs tout à l'heure.